Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle boîte à malice. Après 2 éditions spéciales 100% musicales, je vous propose aujourd'hui un numéro un peu plus littéraire puisque vous ferez connaissance avec Julia Kerninon qui signe le magnifique Sauvage et qui était de passage à la Pensée sauvage à Metz pour en parler. L'occasion d'en savoir plus sur une écrivaine passionnante et passionnée. Au programme également une adaptation, celle de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio par la compagnie Ernaud qui enregistre en ce moment un double album Mise en ouïe de cette œuvre mythique. Bien sûr, vous retrouverez aussi quelques belles idées de sortie, mais tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre d'une écrivaine lorraine, cette fois, Charline Malaval. Elle signe une fiction historique étonnante, Sorcière de la nuit. Je n'en dis pas plus, allons la retrouver, bienvenue. What is a Guatemalese? What is bus? What is a Guatemalese? Le roman s'ouvre sur un interrogatoire entre une sorcière de la nuit et un commissaire politique. Je vais te raconter une histoire qui illustre à merveille ce que tu me demandes aujourd'hui. Un Américain, un Anglais et un Russe se lancent un jour le défi de faire avaler de la moutarde à un chat. L'Américain commence. Il saisit le chat, le tient bien fermement, lui ouvre la gueule et met la moutarde dedans. « Ah, ça ne compte pas, vous l'avez obligé !» protestent les 2 autres. L'Anglais, lui, étale la moutarde entre 2 tranches de jambon et tend le tout au chat qui le mange avec entrain. « Ah, ça ne compte pas, vous l'avez trompé !» disent l'Américain et le Russe. Ce dernier prend la moutarde, en badigeonne copieusement le derrière de l'animal. Le chat se met à miauler désespérément et se nettoie avec ardeur. « Vous voyez ?» dit le Russe. « Il la mange de son plein gré et en plus il chante. »« Ah, tu n'es pas ici pour raconter des plaisanteries, mais pour dire la vérité. »« Eh bien, dis-moi quelle vérité tu attends et je te la chanterai même si tu veux. » Charline Malaval, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous nous trouvons chez vous, en Moselle. Moselle d'adoption, puisque vous êtes née à Limoges. Vous avez voyagé un petit peu partout dans le monde. Oui, tout à fait. Ça fait à peine 2 ans, moi, que je suis dans la région. Oui. J'ai voyagé et vécu à l'étranger pendant presque 10 ans. Oui. Et avant ça, j'ai grandi en Corrèze. Donc voilà, effectivement, d'adoption. Bon, on est bien heureuse et bien heureux en tout cas que vous soyez maintenant ici chez nous en Lorraine. Vous êtes écrivaine, oui. 4 romans à votre actif déjà. Le 4e en date s'appelle Sorcière de la nuit. Il est paru chez Prélude. Tout de suite, j'ai envie de vous demander, ces sorcières de la nuit, qui sont-elles, sachant qu'elles ont réellement existé? Oui, c'est un roman, mais pour autant, je me suis beaucoup documentée sur les sorcières de la nuit qui ont réellement existé. Alors, c'était les femmes pilotes soviétiques qui se sont battues sur le front de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. C'est Staline lui-même qui avait voulu que soient recrutés des régiments exclusivement féminins, de bombardiers et de pilotes de chasse. Et donc les sorcières de la nuit étaient le régiment de bombardiers de nuit. Voilà, qui ont été envoyés dans le sud de la Russie, mais les pilotes de chasse, des femmes, ont été envoyés à Stalingrad notamment, et j'en parle également dans mon roman. Oui. Et je crois que cette découverte, un peu comme d'ailleurs tout ce qui anime vos différents romans, vous l'avez faite au fil de vos voyages. Et pour celui-ci, c'était en Lettonie, je crois que... Tout à fait. Vous avez fait la découverte de ces sorcières. Exactement. Je vivais à Riga, j'étais prof de français à Riga, et donc c'est un pays qui est à moitié russophone. Et donc j'avais des amis russes qui, on était en train de discuter un jour, et puis elles me racontaient que leur grand-mère s'était vraiment battue sur le front de l'Est, qu'elles étaient voilà, armes au poing, quoi. Et elles m'ont parlé des sorcières de la nuit, les Nartexen. C'est les Allemands qui les appelaient comme ça. Et j'ai trouvé cette histoire fabuleuse, parce qu'en fait il y avait eu une sorcière de la nuit qui avait fini sa vie à Riga. Donc elle avait survécu, elle avait été reconnue, médaillée héros de l'Union soviétique. Et donc, il y avait certaines de ces effets, de ces archives, de ces lettres, des photos qui sont restées à Riga et auxquelles j'ai pu avoir accès aux archives de Riga. Et c'était vraiment très émouvant parce qu'elle, toute sa vie, en fait, elle a été préoccupée par le fait que
Il fallait que ses camarades qui n'avaient pas eu la même chance qu'elle, on ne les oublie pas, qu'on n'oublie pas le sacrifice qu'elles avaient fait, et puis aussi qu'on les retrouve. Et elle organisait des battues dans la forêt en disant là, je suis persuadée, je me rappelle qu'elle est tombée à tel endroit, et donc voilà, elle cherchait des choses comme ça. Et mes personnages sont un peu dans ce cas-là. C'est ça, à commencer par celui d'Anya. Vous allez nous faire vivre ce conflit de la Seconde Guerre mondiale avec cette femme qui va intégrer une école de pilotes féminines, qui va se battre justement dans les airs à bord de son bombardier. Donc comment ça s'est construit pour vous tout ça? Alors, je me suis nourrie de l'histoire de cette femme. Je me suis également énormément documentée. Oui. Et, notamment sur le pilotage d'avion, parce que oui. on les vit, ces scènes. Oui, alors chez un bouquiniste, j'avais trouvé un manuel de pilotage qui datait de ces années-là pour savoir quels étaient les termes techniques que l'on employait à cette époque-là. Oui. J'ai écrit mes scènes et j'avais un ami pilote chez Air Baltic qui a relu toutes les scènes de chorégraphie de bataille. Et oui, je remercie vivement parce que pour le coup, moi, je ne pilote pas, et malheureusement. Mais voilà, ça ne s'invente pas. Et j'avais tout de même envie que ça soit très réaliste. Je voulais leur rendre hommage, donc, parce que plus je me suis documentée et plus j'ai été scotchée par leur courage. Voici quelques ouvrages parmi la cinquantaine dont j'ai eu besoin pour écrire Sorcière de la nuit. Beaucoup de livres d'histoire. Là, vous voyez, un livre sur Staline. J'en ai lu pas mal sur le plan Barbarossa, sur Stalingrad, évidemment. Je me suis énormément documentée sur les grands noms de l'aviation. Pierre Klosterman, c'est un incontournable. Aussi, quand on écrit sur un pays, moi, en général, je m'équipe de Lonely Planet parce que j'ai un personnage contemporain, alors je le fais aller dans certains quartiers, dans certains endroits. C'est 2 ans de travail, 1 an de recherche, puis comme je vous disais, je suis allée aux archives, mais 1 an de travail, un an de recherche documentaire et 1 an d'écriture. J'ai évoqué les réalismes de scènes de combat et de vol dans les airs, mais même les pilotes eux-mêmes viennent vous voir dans les salons littéraires pour vous féliciter à ce sujet, c'est incroyable. Oui, tout à fait. J'ai un monsieur qui est arrivé, et il était le premier, et il m'a dit voilà, je suis venu vous voir parce que j'ai déjà acheté votre livre, je veux que vous me le signiez parce que je l'ai lu et il n'y a pas une erreur. Donc voilà, j'en suis d'autant plus fière, et je me permets de souligner que mon roman a remporté le prix Guinmer au mois de septembre. Donc c'est un prix qui est décerné par les pilotes de l'aviation civile. Voilà, c'est dire si... Une belle reconnaissance oui, aussi, je suis contente. C'est dire si le travail technique a été récompensé. Son altitude était trop basse. Elle avait le soleil dans le dos et elle ne parvenait pas à se rappeler depuis combien de temps elle n'avait pas vérifié ses 3 repères. Plus de 30 secondes sans doute, peut-être 1 minute. Le grincement de l'atoll la rappela à l'ordre. Elle balaya une nouvelle fois l'horizon, le souffle court. Les personnages naissent de lectures, mais aussi les lectures se nourrissent de mon écriture et vice-versa. J'ai pas de recette, voilà, ça vient un peu comme ça vient en fait, comme le roman l'exige, hein, je vais dire. Je l'écoute. Ce qui ressort également, c'est la condition des femmes, parce que là, c'est quand même assez rare d'avoir des femmes qui, à cette époque, endossent des métiers d'hommes dans un milieu très masculin. Et donc, il y a toute cette réflexion aussi autour du statut de la femme. Oui, c'était la question. Et aussi, c'est pour ça que ça m'avait intéressée d'avoir en contrepoint un personnage masculin, aujourd'hui, un Russe d'aujourd'hui, qui est confronté à cette question, qui découvre, il ignore lui aussi totalement l'existence de ces femmes pilotes. Et il est un jeune garçon en 2018 en contrepoint. Ça m'a permis de questionner d'autant plus cette question de la femme dans la société de l'époque. Évidemment, elle se battait contre un ennemi commun qui était les Allemands, les nazis. Oui, les nazis. Mais c'est vrai aussi qu'elle se battait contre certains hommes dans leur propre camp qui voyaient en elle des ennemis, quoi, des menaces, des freins. Ils n'ont pas tous été comme ça, mais c'est vrai que dans tous les témoignages que j'ai lus, les femmes racontaient à quel point ça avait été compliqué. Les personnages, je le disais, vous apportez un soin particulier à les soigner. C'est important pour vous, ils vous habitent? Ah oui, tout à fait. Bon, j'aime beaucoup Anya et j'aime beaucoup Oksana. Oksana, je me suis inspirée d'un personnage historique qui s'appelle la Rose de Stalingrad
et qui était très glamour, blonde, blonde aux yeux bleus. Voilà, donc elle a défrayé la chronique à l'époque, hein, elle plaisait beaucoup, c'était une starlette, hein, on en parlait dans la Pravda. Donc, et elle était très connue. Et donc je me suis inspirée de ce personnage pour Oksana. Pour d'autres personnages, je ne veux pas trop en dévoiler, mais il y a un personnage de petit garçon qui est très important et que moi j'ai beaucoup aimé décrire et écrire. Et ça, je sais que c'était vrai également. Ces sorcières de la nuit, le jour, elles récupéraient des gamins qui étaient orphelins dans la région et puis elles s'en occupaient. Ouais. Vous évoquiez la dimension de film. C'est un livre, d'ailleurs, quand on le lit, on l'imagine très bien. Réalisé en film, ça, c'est quelque chose aussi auquel vous pensez ou pas? Vous en rendez compte en écrivant? C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, depuis toujours, hein, j'aime beaucoup les films de guerre. Et je voulais écrire un roman féministe de guerre. J'ai le souci de visualiser les scènes pour pouvoir les écrire, justement. D'ailleurs, je crois avoir lu que vous peigniez oui, c'est vrai. En écrivant. C'est vrai. Donc c'est que ça relève aussi finalement de l'image. Vous avez besoin de peindre en écrivant? J'ai eu une recherche de couleurs, d'ambiance, d'atmosphère peut-être. Et pour celui-ci... Je peignais beaucoup de champs de blé, de choses comme ça, champs de blé sous un ciel orageux. Et j'ai certaines scènes qui m'évoquent ça directement. Oui, tout à fait. Si je vous donne maintenant le mot de la fin, je vous demande de convaincre les téléspectateurs de lire Sorcières de la nuit. Qu'est-ce que vous leur diriez? J'ai voulu rendre hommage à des femmes qui se sont battues pour leur pays. Qui ont fait preuve d'un courage exemplaire et que j'ai été fascinée par cette histoire et j'espère les fasciner avec moi. C'est vrai que moi j'ai passé un très très bon moment en le lisant, on est emporté par cette histoire, l'histoire de ces femmes et puis il y a du suspense, c'est ça, on part au front avec elles, on est traversé par plein d'émotions, par énormément de choses. J'invite tous les téléspectateurs à le lire, c'est Sorcières de la nuit, c'est chez Prélude et c'est dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Charline Malaval, dont le livre sera édité début 2024 en Russie. En attendant, vous pourrez la rencontrer au Salon du Livre d'Histoire de Voipy les 18 et 19 novembre prochains, mais également au Salon du Livre de Briey les 25 et 26 novembre. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve un autre livre, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du prix Erckmann-Chatrian, notre Goncourt lorrain, attribué cette année à Alix Sylvestre pour Le gars de la Combe, paru aux éditions Territoire Témoin. Alix Sylvestre, qui est écrivaine, journaliste, née dans les Vosges, et qui a déjà publié une dizaine d'ouvrages à destination de la jeunesse sous le nom Simone Schmitz-Berger. Son 4e roman, Le gars de la Combe, dresse le portrait de 2 personnages fantasques, un SDF et sa chienne qui affrontent la solitude, mais aussi un enseignant reconverti en libraire, en quête d'amour. De quoi, pour l'auteur, explorer les fragilités de chacun et la notion de résilience. Maintenant, vous vous demandez sûrement pour quelle raison ce livre a fait la différence. Eh bien, explication au micro de Mathéo Philippe. C'est vraiment un très beau roman hein, sur lequel je ne veux pas trop en dire pour laisser intact le plaisir de lecture, mais qui est vraiment un roman avec un personnage très attachant, qui évolue dans une sorte de marginalité, sans jamais céder à aucun cliché qu'on pourrait associer justement au SDF, au clochard, etc. Ne vous reste plus qu'à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à se marrer avec l'extraterrienne La Bajon, qui posera ses valises au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Pour son nouveau spectacle, elle nous embarque à bord de sa navette spatiale. Objectif, faire le point sur notre humanité et dans la foulée, abolir les conflits, dépolluer, faire disparaître la pauvreté et même la cellulite. PCR, c'est les labos pharmaceutiques qu'on appelait comme ça. PCR, pour que ça rapporte. Tu sais, c'est le test où on t'enfonce un coton-tige dans le nez jusqu'à ce qu'on trouve un truc. Pour Sibeth India, au bout de 3 km, ils ont abandonné les recherches. La Bajon, dont la mission est de vous faire marrer, elle vous attend vendredi 17 novembre à 20h au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, sachant que vous pouvez en amont vous régaler dans un des nombreux restaurants du site. Et si maintenant je vous dis bambou, Manureva, la fièvre dans le sang, vous me répondez Alain Chamfort, qui a enregistré 14 albums en 40 ans de carrière et qui a toujours plaisir à rencontrer son public. Il se produira d'ailleurs en l'église Saint-Genest de Novéan-sur-Moselle dans le cadre de sa tournée piano-voix. Il sera accompagné à cette occasion par Vincent Bidal, un concert intimiste dans un lieu qui permet de prier, dit-il, de se mettre en disponibilité.
Pour vivre ce beau moment, rendez-vous samedi 18 novembre en l'église de Novéan-sur-Moselle. Et je vous propose à présent de plonger dans une œuvre mythique, celle d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent, une œuvre aujourd'hui mise en voix et en musique par la compagnie Ernaud, dont j'ai retrouvé quelques membres au studio Bouche à Oreille à Metz en plein enregistrement. Leur projet est pharaonesque. Explication. Une véritable rivière de sable déferlant continue sur nous. Au départ, il y a ce cycle de lecture que la compagnie Ernaud propose en partenariat avec la librairie La Cour des Grands. Lecture d'un livre mythique, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Une horde qui, au fil des 521 pages, cherche à remonter à la source de tous les vents. Des vents philosophiques qui ont conduit la compagnie à aller plus loin dans son projet. Objectif, enregistrer le double album immersif d'un premier chapitre exaltant. C'est pas juste une histoire d'heroic fantasy, il y a un style littéraire et l'écriture de Damasio, c'est comme si l'écriture c'était un sillon et que l'œil, ça devient un diamant. C'est une écriture qui est très visuelle, qui est très cinématographique. Et donc c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est de transposer à l'oreille et de façon à ce que quand on entende tout ça, le vent, la musique, les voix, on soit transporté dans cet univers-là. Et pour cela, la compagnie a sorti le grand jeu afin d'offrir un enregistrement à l'image du livre, épique à souhait. On a multiplié les comédiens, on a demandé à Ginger McCurley, Axel Tancret et Didier Delaporte de créer des masses d'air. Donc Eleonore Zielinski, qui partait au départ à faire un accompagnement au violoncelle très simple, finit à faire une partition symphonique pour 30 musiciens. Donc là, on est encore en train de nouveau de créer des nouveaux sons. Donc, grâce au studio Notre Oreille, on va même spatialiser tout ça. Je crois que notre rôle, c'est de faire en sorte de donner l'impression que tout ça aura été fait en même temps par plein de gens. Et ce qui n'est pas du tout le cas, bien entendu, hein, puisque c'est du puzzle quoi, complet. Quoi. Et surtout, la particularité, c'était d'enregistrer les voix sans ce support musical. C'est de la comédie enregistrée, donc sans le corps qui intervient. Et ça c'est pas évident à retranscrire toujours, notamment pour les comédiens qui ont l'habitude de bouger et de leur imposer devant un micro, d'être statique face à un microphone, c'est pas simple. On va avoir des réactions complètement différentes au sein de la Horde face aux événements. Et c'est très intéressant de switcher comme ça d'un rôle à l'autre, d'un personnage à l'autre, et de se réadapter constamment. À l'origine fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le vent foudre. Et les voix une fois en boîte, place à la musique avec Eleonore Zielinski aux commandes. Eleonore qui avait à l'origine conçu une partition pour violoncelle avant que ne s'invite violon, cuivre, percussion, hautbois ou cor anglais pour une partition cette fois à la frontière du symphonique. C'était un challenge supplémentaire et il fallait vraiment aussi tout réarranger. Et c'est quelque chose, j'ai une formation musicale du conservatoire, mais j'ai jamais fait ni d'écriture, ni d'arrangement, ni d'orchestration. Ce qui fait qu'à chaque fois que je compose, c'était vraiment beaucoup aussi à l'instinct, même si j'ai quand même un bagage musical du conservatoire. Mais c'était vraiment un gros challenge, et ça l'est encore là en ce moment, d'enregistrer tout ça. Il y a les influences du coup que j'y ai mises, qui sont à la fois celles de Guillaume et les miennes, et il y a aussi le côté, alors il me parlait beaucoup de Pierre et Leloup, et donc vraiment illustré aussi parfois. Donc par exemple, il y a un moment, il y a une incroyable rivière de sable qui déboule. Là, je sais pas, j'ai eu une intuition à un moment, au violon, j'ai fait des trémolos qui font dai 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 dai, enfin vraiment quelque chose qui accompagne en fait effectivement les bruits qu'il va y avoir par ailleurs, les bruits de vent qui vont se rajouter sur la musique. Une partition tout à la fois lyrique et organique pour mieux ressentir l'émotion de personnages profondément humains
humain. On a cette horde qui continue d'avancer malgré tout parce qu'ils sont ensemble. Et quand on regarde microscopiquement, personne par personne, tout le monde est toujours sur le point de lâcher, mais tient ensemble. C'est ce lien qui les unit tous et le lien qui est constamment présent en fait dans ce livre tout au long du roman, que ce soit le lien donc effectivement humain, que ce soit le lien entre le vent, entre le son et le vivant finalement. Et qu'est-ce qui fait qu'on est vivant? Pour le savoir, ne vous reste plus qu'à commander cet album Mise en ouïe unique de ce premier chapitre épique et fragile à la fois, une plongée au cœur de l'imaginaire dont vous sortirez pétri de 1000 envies. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Et si l'enregistrement touche à sa fin, la compagnie Ernaud a maintenant besoin de vous pour que cet album puisse être édité. Pour cela, elle a lancé une campagne Kickstarter de financement participatif. De nombreuses contreparties sont disponibles, le double album bien sûr, mais également un casque en cuir de serpent d'eau vegan ou encore un concert en quintette et plein d'autres choses. Pour soutenir ce beau projet, ne vous reste plus qu'à passer commande sur Kickstarter. Et poursuivons, toujours et encore avec de beaux mots, ceux de Julia Kerninon cette fois, qui publie Sauvage aux éditions L'Iconoclaste, un livre pour lequel Xavier de la librairie La Pensée Sauvage à Metz avait craqué. Je vous invite d'ailleurs à revoir l'émission du 27 septembre pour découvrir sa chronique. Xavier qui a également invité Julia dans sa librairie pour parler de ce livre féminin, gourmand et italien. Alors j'en ai profité pour lui poser quelques questions culinaires. Écoutez. J'ai cuisiné ce livre avec mes souvenirs de Rome, où j'ai habité il y a 12 ans, et puis tout un tas de détails presque poétiques que j'ai trouvés dans des livres de cuisine, des livres autour de la cuisine, des livres d'histoire de la cuisine. Enfin, j'ai fait tout un travail de recherche, parce qu'en fait, je ne savais pas grand-chose sur la cuisine. Et puis, c'est aussi un livre où j'ai fait rentrer un peu secrètement toutes sortes d'histoires que j'ai entendues avec mes copines, un peu partout, des choses que je voulais raconter sur la vie secrète des femmes. Voilà, des tout petits détails du quotidien qui me semblaient importants, des choses en rapport avec l'art contemporain, la nature morte. C'est vraiment un livre que j'ai fabriqué en essayant de le laisser très plastique pour pouvoir à n'importe quel moment rajouter des détails qui m'intéresseraient dedans et faire une sorte de tresse, ou exactement comme quand on cuisine et qu'on rajoute un ingrédient en se disant peut-être qu'avec un clou de girofle ça serait un petit peu mieux. Être extrêmement bon en embrouille. Mon mec il dit si un jour c'est la fin du monde, il faudra être bon en course à pied, et quand on est marié, c'est bien d'être très bon en embrouille. En tout cas, un mélange qu'on nous rend pas facile. C'est plus vraiment possible de pas travailler, et puis travailler c'est passionnant par ailleurs. Mais quand on est une femme, et moi j'en suis vraiment pas la première victime avec le boulot que je fais, c'est quand même, on se retrouve souvent dans cette chose où on est censé être celle qui allons chercher les enfants, et en même temps si on le fait, du coup on peut pas finir le travail, et les réunions ont lieu à des moments où on peut pas y aller parce que c'est le mercredi. Donc c'est une équation assez sournoise, plus qu'épicée. Plutôt la liberté a un droit à toujours défendre âprement. Il y aura toujours quelqu'un, quelque chose, une bonne raison pour qu'on nous la reprenne. Et surtout quand on est une fille, je trouve, on est toujours censé s'intéresser à est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que du coup maintenant je peux faire quelque chose pour moi? Et puis des fois on est aussi très fiers d'être au service, il y a de l'orgueil dans le fait d'être au service des autres. Et en fait la liberté, peut-être c'est quelque chose qu'il faut protéger parce que j'aurais peur de regretter de ne pas l'avoir assez fait sur mon lit de mort. Ouais, je serais un truc super plouc. Je serais un... Ouais, vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est... j'aime les croque-monsieur, ou j'aime un gros truc mijoté. J'aime la bouffe pas compliquée. Je pense que je serais un truc comme ça. Ou un dessert de fin de soirée, quoi. Un mollet au chocolat avec le verre de vin. Mais vraiment que des trucs... Ouais, que des trucs pas compliqués. Un livre à dévorer, je vous le confirme, vous pouvez le retrouver à La Pensée Sauvage à Metz ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Et puisque nous parlons livre, notez un dernier rendez-vous dans votre agenda avec le salon Le Livre au Vert de Courcelles-Chaussy, qui a la particularité de mêler littérature et photographie. Ainsi, c'est une quarantaine d'auteurs et autrices qui y seront attendus, ainsi qu'une quinzaine d'auteurs-photographes. Parrain de cette édition, l'auteur Jean-Marc Lui et le photographe animalier Teddy Bracard, qui animeront des conférences et que vous pourrez rencontrer.
Au programme également, une belle exposition de Photoforum Metz, des musiciens en balade et des contes pour enfants. Ne vous reste plus qu'à vous rendre à la salle polyvalente de Courcelles-Chaussy, dimanche 12 novembre de 10h à 19h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour un nouveau plein de culture. En attendant, sortez dardard. Allez, bye bye. What is bus? What is a watermelons? What is bus? What is a watermelons? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.